Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire de Vinci Executive Education. Je m'appelle Louis Duroul, je suis directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai un invité de marque. J'ai une guest star qui a accepté de venir co-animer ce webinaire avec moi. C'est Joachim Macias. Bonjour Joachim. Bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous, Alors, enchanté. alors, je vais vous expliquer pourquoi Joachim a accepté cette invitation. Alors déjà parce qu'on s'entend bien, mais aussi parce que donc on est en train de parler d'IA. On va vous parler tout au long de ce webinaire donc de la révolution de l'IA dans les métiers du marketing. Alors, de toute façon, la révolution de l'IA, elle est absolument partout, mais dans les métiers du marketing, elle est un petit peu plus précise et un peu plus prégnante. Joachim est le directeur pédagogique du MBA cousin de celui du MCI, qui s'appelle le MBA Data, Innovation et Intelligence Artificielle. Joachim, tu es un expert de l'IA. Je sais que tu n'aimes pas ce mot expert, mais on peut quand même le dire. Euh, En fait, l'IA, c'est tout et n'importe quoi. On pourrait presque dire que l'IA est partout, qu'on peut tout faire avec l'IA. Toi, quand je dis que tu es un expert de l'IA, tu es un expert sur les stratégies IA en entreprise. Alors pas que, mais en tout cas en entreprise, c'est-à-dire comment on intègre, on implémente de l'IA au sein de sa stratégie d'entreprise. C'est ça, Joachim. Exactement. Aujourd'hui, effectivement, l'IA, on en parle un petit peu à toutes les sauces. J'ai regardé dans ces 3 dernières années, il y a eu 1,5 million d'articles de presse en Europe. Autant dire que on dit tout et n'importe quoi. Et donc là, effectivement, moi, je travaille dans un cadre, soit au niveau du MBA, soit dans les entreprises, pour définir de manière assez précise comment on va pouvoir utiliser les différents types d'intelligence artificielle et faire en sorte en fait que les projets se passent bien, puisque l'un des grands problèmes aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est qu'un grand nombre de projets n'aboutissent pas parce que on a mal paramétré, on a mal réfléchi aux paramètres d'un projet, et donc on va avoir des difficultés à déployer ces projets dans les entreprises. Alors moi je m'adresse en priorité à des entreprises qui vont être des grosses PME, ETI, donc entreprises de taille intermédiaire et grands groupes. Donc dans ces projets, on peut avoir des projets qui sont plus ou moins complexes, et toutes ces difficultés-là, faut les traiter. On parlera également de ton MBA à la fin. Vous verrez qu'il y a quand même des différences Énorme. importantes entre énormes entre nos deux On MBA. a, en fait, on a 2 MBA parfaitement complémentaires, donc c'est pour ça que ça va être intéressant en fait de pouvoir échanger sur le sujet. Exactement. Et là, tu es venu sur notre territoire, hein, celui du Exactement. marketing, un territoire hospitalier. Ça vous a pas échappé que la semaine dernière, il y a eu un grand sommet autour de l'IA. Donc d'ailleurs, l'intitulé précis, c'est Sommet pour l'action sur l'IA, qui a eu lieu à Paris. Là aussi, on vous invite à aller voir la couverture médiatique, parce que quand même, il y a un bon travail qui a été fait par les médias de vulgarisation sur tous les sujets qui ont été abordés, que ce soit l'économie, la vie quotidienne, les limites aussi de l'IA, les risques, parce ils sont réels, également l'impact de l'IA dans le monde du travail. D'ailleurs, on va partir d'une étude qui vient de sortir. Alors attendez, hop, vous voyez, c'est du direct, donc il faut que j'aille vous chercher le document. L'étude vient d'apparaître. Donc c'est une étude qui est toute récente, et qui a été réalisée par Ipsos, grand institut de sondage que vous connaissez, avec une école d'ingénieurs qui s'appelle le CESI. D'ailleurs, on les salue, voilà. Ils sont partis, on va dire, sur des questions très génériques sur l'IA et les Français. Et vous allez voir donc dans cette question, qui a été posée donc au panel de Français, connaissez-vous utilisez-vous les IA génératives? Oui, dans quel cadre? Alors hop, on a j'en utilise dans le cadre professionnel pour mes études. Donc ici, on a les étudiants et les professionnels cadrés, oui, 15% à l'échelle de la France, hein, enfin de la population française, hein. C'est pas énorme. Je l'utilise dans mon cadre personnel privé, on voit 33%. Donc il semblerait qu'effectivement les IA génératives aient peut-être d'abord percé dans la sphère personnelle avant de celle des études et du monde professionnel. Et puis, vous voyez, on a quand même la moitié, 49% des Français qui ont répondu « Je n'en utilise pas, mais je connais ces outils et plateformes ». En gros, oui, ChatGPT, Gemini, Midjourney, ça me dit quelque chose, j'en ai entendu parler, mais je n'utilise pas.
tandis qu'on a 12% qui n'en ont jamais entendu parler. Alors, ça, attention, on est toujours sur les Français, hein. Quand on va resserrer sur nos métiers, vous allez voir que ça va être un grand changement. Donc, pareil, ces Français, on leur demande, mais comment ils utilisent l'IA? Alors, vous imaginez bien que par rapport à la première slide, c'est ceux qui ont déclaré utiliser l'IA. D'accord? Donc, on fait un focus sur ceux qui déclarent utiliser l'IA. Et ils nous disent, bah, les principaux usages, c'est 48% faire des recherches. Et là, on voit déjà un impact se dessiner qui est celui en fait sur le search, hein, sur la recherche au sens marketing du terme. Forcément, hein, quand on cherche à mettre en avant des produits, des services, des marques, des entreprises ou même de l'information, eh bien, il faut qu'on connaisse la façon dont fonctionnent les outils de recherche et les habitudes de recherche. Et bien là, vous voyez, l'IA, elle vient complètement bousculer la façon dont on fait des recherches à travers des outils tels que Search GPT, qui est donc l'outil de recherche d'OpenAI, ou alors carrément des IA dédiés à la recherche, tels que Perplexity. Perplexity, moi j'aime bien le dire, hein, l'an dernier, donc son CEO a quand même annoncé que son objectif était de tuer Google. Voilà. Donc évidemment, on replace ça dans le contexte de la start-up qui a envie d'aller manger l'éléphant, et l'éléphant est quand même costaud, mais ça en dit long aussi sur la révolution qui est en train de se passer. Regardez juste derrière, à 38%, on a donc ces Français qui utilisent l'IA qui nous disent « J'utilise l'IA pour rédiger des textes et des documents ». Donc, on est déjà sur un usage majeur de l'IA. Et donc, bah là aussi, hein, on pense à nos métiers de la communication et du marketing, et notamment à l'éditorial, hein, qui est quelque chose d'important pour ces professionnels, pour nous, hein, je me mets dedans parce que j'en fais partie, et au content marketing, donc le marketing de contenu, qui est une des principales stratégies, d'ailleurs une des stratégies les plus efficaces appliquées dans le marketing. Le content marketing, c'est je crée un contenu susceptible d'intéresser mes cibles, c'est-à-dire mon audience, et ensuite, une fois que j'ai réussi à attirer cette audience sur mon contenu, eh bien, je vais lui proposer de manière plus ou moins subtile mes offres autour de mes services ou de mes produits. C'est quelque chose que vous connaissez, que vous pratiquez très certainement, mais vous voyez, l'IA est venue également complètement bousculer la façon dont on produit ce contenu textuel. Alors ensuite, regardez, traduire des textes, très bien. Bah là aussi, je pense que le métier de traducteur, c'est un métier qui est en pleine révolution, pour ne pas dire disparition. Générer des idées, des inspirations, corriger la grammaire, etc., etc. Et regardez un petit peu à la fin. Le neuvième usage, c'est discuter pour régler un problème, trouver des solutions. Alors, 27%, c'est pas énorme, mais regardez, hein, quand on voit les autres usages, vous voyez, ça se tient à peu près entre 38 et 27. Cet usage émergent, on le verra ensuite avec Joachim, il est aussi très lié à la façon dont ces IA génératives évoluent. Elles deviennent de plus en plus conversationnelles, elles deviennent de plus en plus des assistants IA. La science du prompt, le métier de prompteur, hein, qui est celui qu'on nous promettait en 2023, même 2024, on dit attention, maintenant, il va falloir être des prompteurs. Oui, le prompt reste important dans son intelligibilité, d'accord? Donc, effectivement, il y a l'art de savoir prompter, mais en fait, l'art de savoir demander à son IA générative ce que l'on souhaite, d'être le plus précis possible pour effectivement gagner en efficacité. Mais en fait, les IA, elles s'adaptent de plus en plus à ce que l'on est, nous, et à notre façon de penser. C'est aussi ça, en fait, la grande évolution de l'IA générative, c'est de nous inviter à converser avec elle pour justement nous amener à être le plus précis et qu'elle puisse nous satisfaire, et puisse satisfaire nos besoins le mieux possible. On continue avec cette étude donc qui étudie les relations entre l'IA et les Français. Donc là, redescend maintenant sur les outils. Et donc ces Français, donc encore une fois, les Français qui déclarent utiliser l'IA, on leur a demandé quels sont les outils que vous utilisez. Donc parmi les IA génératives suivantes, lesquels vous avez l'habitude d'utiliser. Eh bien, regardez, on a ChatGPT qui est loin devant. Dites-vous bien que ChatGPT était absolument inconnu jusqu'à l'été 2022. Voilà, OpenAI était inconnu jusqu'en 2022. Donc imaginez en 2 ans et demi, allez, en 2 ans, la trajectoire absolument exponentielle de notoriété et d'utilisation qui a été réalisée par ChatGPT. C'est quand même assez fou, et d'ailleurs,
je pense que dans l'histoire de la transformation digitale, il y a assez peu de marques et assez peu de produits qui, je pense, en l'espace de quelques mois, ont été aussi dominants. Tu nous diras, Joachim, je pense que tu as peut-être plus Ouais. d'infos que moi à ce sujet. Donc regardez, ChatGPT dans sa version gratuite et dans sa version payante. Un petit peu moins quand même dans sa version payante. Vous voyez 14%, mais bon, on va les mettre ensemble. Et puis ensuite, on a Google avec Gemini. Ce 30% s'explique par le relatif retard à l'allumage qu'a eu Google dans la mise à disposition de son IA générative publique, qui au début s'appelait Bard, et ensuite, hop, ils ont fait un peu un reboot, un relancement de cette IA en l'appelant Gemini. Mais n'oubliez pas que Google a quelque chose que n'a pas ChatGPT. Je suis en train de montrer mon téléphone portable. C'est que grâce à Android et grâce à ces solutions Google, mais en fait, elle est déjà présente sur de nombreux terminaux smartphone et aussi ordinateur via les comptes Google, les comptes Gmail qu'on peut tous avoir. Donc en fait, c'est une révolution silencieuse de la part de Gemini. Et puis bon, vous voyez, Copilot, donc qui est l'assistant IA d'Office. Et puis ensuite, vous avez des IA un peu plus confidentielles que les marketeurs utilisent plutôt. Donc vous voyez, par exemple, on va avoir Dali, Canva, Midjourney pour la création de visuels, Firefly pour donc qui est l'IA de la suite Adobe, hein, vous connaissez la suite Adobe, Photoshop, Illustrator, etc. Et puis d'autres un petit peu plus, un peu moins connus, comme Claude par exemple, qui est une excellente IA d'ailleurs, qui maîtrise très bien le français. Mistral, donc via son outil qui s'appelle Le Chat. Hein. En fait, Mistral, c'est le nom de la boîte, c'est le nom de l'entreprise, un peu comme OpenAI. Et puis sa version, son IA générative, donc c'est Le Chat par Mistral, comme ChatGPT et l'IA générative d'OpenAI. Enfin, en tout cas, l'IA textuelle. Bref. Juste si Là, je on... peux, Oui, vas-y, Joachim, bien sûr. En fait, tu dis un peu confidentiel quand tu cites Adobe Photoshop, c'est-à-dire des outils qui sont des outils pour les professionnels Oui. du graphisme, du marketing, de la communication. Mais en réalité, c'est pas si confidentiel que ça, parce que si on prend ces 10% ramenés à ceux qui utilisent les IA génératives, ça représente quand même un volant de personnes non négligeable. On pourrait être surpris que ça apparaît en fait dans un sondage pour les Français. Mais en fait, comme l'usage, on l'a vu, général sur la population, est pas si grand que ça, mais que ceux qui sont en fait utilisateurs vont utiliser aussi ces outils professionnels, en fait, c'est quand même un volant non négligeable de personnes. Hein, ouais, tu as raison de le souligner. Alors, c'est vrai que je dis confidentiel parce que là, on est vraiment sur les Français d'une façon générale, c'est ça. mais j'imagine que si... Voilà, si on va sur les professionnels, là, d'un Exactement. coup, ça va représenter quand même beaucoup de gens. C'est en dizaines de milliers de personnes, voire plus. Donc, on est quand même sur une population qui potentiellement peut être assez importante. Et on le verra tout à l'heure, ça a une importance par rapport à d'autres types de chiffres ou de sondages et surtout à l'impact des IA et des IA génératives dans les domaines professionnels. C'est ça. Alors on vous fait un peu de teasing parce que bien sûr, regardez, hein, donc comme tu l'as relevé, donc Firefly, l'IA d'Adobe, en fait, elle est présente dans la suite Adobe Creative. Donc en fait, les professionnels qui utilisent déjà la suite Adobe, en fait, ils n'ont pas trop le choix. C'est qu'en fait, Firefly arrive hein, de manière très discrète au début, mais en fait, elle s'impose dans les usages, tout comme Copilot le fait avec Office. Donc, c'est pas des nouveaux acteurs. C'est plutôt comment l'IA est en train de s'implémenter, est en train de remplacer des usages déjà existants au sein des mêmes logiciels, au sein des mêmes outils. On va le voir quand on va d'ailleurs faire un focus sur le marketing. Et puis, là, justement, on fait la transition avec les étudiants. Et il se trouve que toi, Joachim, donc l'an dernier, tu as piloté donc une étude au sein du pôle Léonard de Vinci. Donc le pôle Léonard de Vinci a 4 écoles. Il y a une école de commerce qui s'appelle l'EMLV, l'école de management Léonard de Vinci. Il y a une école d'ingénieurs qui s'appelle Les Sylves, une école du digital qui s'appelle l'IM Digital School et notre école qui est donc de Vinci Executive Education pour la formation continue et la formation pour les professionnels dont nos MBA font partie. Et donc toi l'an dernier, en fait, tu as organisé un hackathon, c'est Oui. ça Joachim?
Oui, absolument. J'ai participé à l'organisation. Hein. L'organisation des hackathons il y en a 4 par an et ils sont volumétriques, hein, comme vous le voyez, c'est-à-dire 1600 étudiants pour chaque hackathon, c'est gigantesque. Hein, ça veut dire que vous créez, alors un hackathon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un concours hein, dans lequel on va créer des équipes qui vont en fait entrer en compétition. Et donc là, on a 250 équipes qui vont entrer en compétition. Et le sujet, c'était un sujet sur l'impact en fait de l'IA sur des projets d'entreprise et quel était l'impact aussi des IA génératives. Et donc, on a travaillé sur comment on allait pouvoir utiliser les IA génératives avec un processus de sans usage des IA génératifs, avec usage et de manière cyclique, comme ça, en revenant sans utilisation, avec utilisation. Et dans ce cadre-là, donc j'ai piloté une étude sur les 1600 étudiants et on a eu plus de 1100 réponses, ce qui est aujourd'hui la plus grosse étude qui existe dans ce domaine et qui a un intérêt parce que on se posait la question quel est l'usage en fait qui est fait de ces IA génératives par ces étudiants et là alors stupeur, moi je m'attendais à ce que ce soit élevé, mais de là à ce que ce soit 99%, c'est un taux d'utilisation qui est gigantesque et surtout quand on commence à descendre un petit peu dans les chiffres, il y avait 150 questions, donc vous pouvez trouver cette étude en ligne. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs. Mais donc, on a 92% des étudiants qui vont utiliser régulièrement ces IA génératives. Alors, quand on voyait tout à l'heure les chiffres, c'est pour ça que je mets un petit peu en balance en fait avec les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. C'est vrai que sur la population, on va avoir un usage qui finalement paraît pas si important que ça, même si quand même sur une population de 70 millions de personnes, c'est pas rien, même quand on a 10, 20, 30% en fait de cette population qui va utiliser un outil. Tu disais tout à l'heure, effectivement, c'est l'usage le plus rapide. On a effectivement en novembre en 2022, ça a été lancé en novembre, et en vraiment très peu de temps, c'est l'outil ChatGPT, lancé par OpenAI, qui a été le plus utilisé de l'histoire. Hein, donc ça veut dire que massivement, les gens se sont précipités. Et alors, qui s'est précipité massivement ? Nos étudiants, c'est-à-dire... Exactement, c'est ça Joachim, c'est ce qu'on voulait en fait vous montrer. C'est pour ça qu'on est parti d'abord de cette étude, la d'Ipsos sur les Français. Là, on resserre sur les étudiants, on a encore plein de choses à vous dire d'ailleurs, mais on voulait vous montrer que la révolution IA, c'est pas un tsunami. Voilà, il n'y a pas une vague qui arrive, qu'on on est capable de la cartographier, de dire quelle est sa vitesse, de se dire alors la vague va toucher nos côtes à tel moment. Non. En fait, c'est une succession de petites vagues qui fait que progressivement, vous avez effectivement la mer qui monte. C'est ça. C'est que c'est un mouvement, alors rapide quand même. C'est pas un long mouvement, mais c'est une lame de fond. Et cette lame de fond, en fait, si on regarde juste la mer d'une façon générale, donc l'IA, vous voyez, on regarde la population française, on se dit bah non, c'est pas vrai. Ok, d'accord, effectivement, par-ci par-là, ça bouge, mais grosso modo non. Alors que si on regarde les étudiants, mais regardez, les étudiants, c'est ceux qui aujourd'hui sont en train d'étudier et ce sont les futurs professionnels. D'ailleurs, certains sont déjà sur le marché du travail à travers l'alternance. Donc en fait, c'est eux qui sont les porteurs, en tout cas la face peut-être immergée de l'iceberg. 99% des étudiants, en tout cas de cet échantillon, ont déclaré utiliser les IA génératives. Mais il y a des mais, Joachim. Alors, avant les mais, il y a 30% tous les jours. Oui. C'est pas rien, hein. C'est-à-dire que c'est gigantesque. Et pourquoi, en fait, on montre ces différentes études? C'est pas parce que pour les professionnels qui sont aujourd'hui en entreprise, qui sont des professionnels du marketing, de la communication, qui n'ont pas encore intégré l'IA dans leur quotidien, qui n'ont pas encore sauté le pas et regardé quels sont ces outils, il va quand même falloir se pencher sur la question parce que là, notre panel, c'est des 4e années. Ça veut dire qu'ils ont encore une année là qu'ils sont en train de faire et ils arrivent dans les entreprises. Alors ils y sont déjà pour ceux qui sont en alternance, mais ils vont arriver dans les entreprises avec donc une particularité, c'est des méthodes de travail qui ont changé. Et c'est ce qu'a montré l'étude, c'est que l'utilisation de manière récurrente de ces outils fait que
bah, on n'a plus la même manière de réfléchir, on n'a plus la même manière de faire telle ou telle tâche. Et si on arrive dans une entreprise et qu'on se retrouve confronté à des managers qui ne savent pas en fait comment prendre ces nouvelles technologies, qui n'ont pas les outils à disposition pour ces nouveaux salariés, comment ils vont réagir? Donc on a une espèce de choc comme ça entre les générations qui peut être assez important, puisqu'on a vu dans d'autres études que au-delà de 35 ans, donc c'est souvent les âges managériaux, on va avoir un usage qui est en dessous de 25% de ces technologies. Donc ça veut dire Alors c'est ça, non mais Joachim, c'est ça, c'est que temps. là, si on devait peut-être placer une ligne de flottaison, elle est effectivement à 30-35 ans. Oui. Voilà. Où on voit, et toi tu le vois notamment avec les études que tu coordonnes et que tu lis aussi beaucoup, c'est que en fait on a en gros en dessous de cette ligne de flottaison des chiffres à peu près dans les ordres de ce qu'on est en train de vous présenter là. Regardez un peu les chiffres chocs. 65% donc des étudiants dans cette étude estiment que la présence des IA génératifs fait partie des principaux critères de choix de leur future entreprise. Donc là aussi, c'est un choix de gouvernance et de stratégie d'entreprise. C'est qu'est-ce qui est décidé au sein de l'organisation quant à l'utilisation des IA. Joachim, on parle souvent de l'utilisation pirate de l'IA, c'est-à-dire ce qu'on a connu en 2023 et encore aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui interdisent strictement l'usage de l'IA sur les outils informatiques de l'entreprise. Et puis à côté, effectivement, vous avez des salariés plutôt des jeunes qui en fait sur leur smartphone ou sur leurs propres outils vont utiliser les IA. On va voir d'ailleurs pourquoi, parce que c'est tout en bas de l'étude. Regardez, usages les plus fréquents: augmenter ses connaissances, augmenter sa productivité, sa performance, gagner du temps au quotidien, et un petit peu plus bas, augmenter sa créativité, faire son travail à sa place, qui est assez marrante comme question. Regardez aussi le chiffre tout en haut là. 51% des étudiants constatent qu'ils auraient du mal à se passer de ChatGPT. Alors il y a une c'est ça, Joachim. Il y a une accoutumance, c'est-à-dire que et en fait on s'en rend assez bien compte sur le terrain, parce que c'est pas qu'à travers les études. Moi je le vois au quotidien dans les entreprises, où au final il y a vraiment ce choc générationnel qui fait que de plus en plus de gens ont besoin dans les professions managériales de se former, de comprendre en fait ce qui se passe derrière, de rattraper un peu le temps perdu par rapport à une génération qui arrive. Moi je le vois dans les projets au quotidien, l'usage effectivement va se faire, mais ça pose des problèmes dans les entreprises, des types d'outils qu'on va utiliser. Quand on a l'outil qui n'est plus disponible, ce qui est le cas d'OpenAI, ce qui est le cas d'un certain nombre d'outils, tout d'un coup, il y a des personnes qui se retrouvent aussi sans la capacité à faire un certain nombre de tâches. Donc c'est assez drôle aussi de voir qu'il y a une habitude qui se prend avec ces outils, d'ailleurs, qui nécessite d'être vraiment étudié. Dans l'étude qu'on a fait, il y a d'ailleurs beaucoup des étudiants qui indiquaient on a besoin d'être formé beaucoup plus en fait à ces technologies, parce que oui, on les utilise de manière quotidienne ou en tout cas de manière régulière, mais par contre, on n'a pas forcément les armes pour les utiliser au mieux. Et ça, c'est important. Ce qui ne veut pas dire que les usages vont pas être parfois négatifs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des erreurs qui sont générées par ces outils. Mais du coup, si on prend l'habitude de les utiliser tout le temps comme ça, il faut qu'on ait cette capacité finalement à avoir un esprit critique sur ce qui est généré, sur la manière d'utiliser ces outils. Je reprends un point qui était intéressant de l'étude que tu as montré tout à l'heure. C'est le premier chiffre sur les 48% d'usage en moteur de recherche. Je crois que c'était 48%, oui, c'est ça. Oui. Faire des recherches. Faire des recherches, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est effectivement soit faire des recherches de type moteur de recherche, mais ça peut être aussi rechercher le sens d'un mot, rechercher des informations directement, c'est-à-dire sans aller sur Internet à travers une IA générative. Aujourd'hui, un chat GPT est capable d'aller sur Internet et de fournir une réponse. Mais beaucoup des personnes, en fait, parce qu'on avait ce chiffre-là aussi, quand on va un petit peu plus loin, les gens recherchent peut-être uniquement à travers le moteur, en fait, génératif en lui-même. C'est-à-dire ChatGPT sans aller dans la fonction qui Exactement.
Et ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez, hein, quand vous allez sur ChatGPT, en bas, il y a marqué attention, faites attention aux résultats. Ils sont parfois, ils disent pas qu'ils sont faux, mais en tout cas, ils peuvent poser des problèmes. Et dans les tests, nous, qu'on fait en laboratoire, dans les résultats que vous avez sur un sujet que vous connaissez pas, parce que quand c'est un sujet que vous connaissez, vous voyez tout de suite quand il y a une erreur, et à la limite, ça vous gêne pas trop, vous le corrigez, il y a aucun souci. Par contre, si c'est un sujet que vous ne connaissez pas, que vous interrogez l'outil, et que vous avez eu l'habitude d'avoir plein de réponses bonnes, et tout d'un coup, il y a une réponse fausse, c'est dans un cadre professionnel, vous fournissez la réponse et vous vous rendez pas compte qu'il y a une grosse erreur dedans, bah là, ça nécessite d'avoir un petit peu plus d'esprit critique et de se dire, je vais quand même aller vérifier que cette information, elle est bonne ou elle est pas bonne, sinon, bah, ça peut avoir des effets, en fait, en termes de résultats professionnels, en termes de fausses informations, en fait, qui peut être générée dans le cadre de son métier. Donc là, c'est vraiment des photographies hein, qu'on vous présente, la photographie de la population française, on resserre effectivement sur les étudiants, avec, tu as raison, les réserves d'usage qui sont que là, on est sur du déclaratif et en fait, on ne parle pas de l'efficacité. En fait, derrière, on ne sait pas, en tout cas dans ces études, si l'usage, effectivement, c'est générative, a porté ses fruits. Est-ce qu'on a une logique ROI pour rester dans le marketing? Mais il faut bien se rendre compte Alors, que… si je peux me permettre, Oui, vas-y Joachim, bien sûr. non, dans l'étude non, mais quand même, on accompagnait en fait le hackathon, donc on a pu voir les résultats. Et les résultats ont montré que en fait, la méthodologie qui était utilisée, c'est-à-dire je réfléchis d'abord et j'utilise l'IA générative ensuite, a entraîné des résultats très très positifs. C'est-à-dire qu'on a eu des groupes qui avaient des résultats qui étaient très au-dessus de ce qu'on pouvait voir les années précédentes. Donc ça a c'est accéléré leur oui. capacité. Dans le même temps, ça a accéléré leur capacité à aller plus loin, c'est ça? Oui, parce que ces types d'IA, on parlera d'autres IA tout à l'heure, mais ces Bien types sûr. d'IA, en fait, ont cette capacité, quand vous êtes capable de dialoguer, mais de dialoguer bien avec, de vous fournir en fait des résultats qui peuvent être de très grande qualité. Ce qui est Ouais. normal, elles ont un champ qui est très supérieur à ce qu'on peut avoir dans la tête, puisqu'elles ont été entraînées sur des dizaines et dizaines de milliards d'informations, donc ça n'a rien d'étonnant, hein, c'est absolument normal. Mais par contre, si vous les interrogez mal, vous allez avoir en fait un problème qui est que vous allez avoir un résultat qui parfois apparaît comme banal ou sans intérêt. C'est juste que ce qu'appelait tout à l'heure Louis le prompt, c'est-à-dire la manière d'interroger l'IA, n'est pas forcément de bonne qualité ou ça n'est pas exactement ce qu'il faudrait. Je reviens juste sur le moteur de recherche. Hein. Vous faites des prompts tout le temps. C'est-à-dire que quand vous tapez votre petite phrase dans le moteur de recherche pour avoir un résultat, Google ou autre, vous allez avoir un résultat qui est soit pauvre parce que votre recherche, elle est c'est juste deux mots, ou alors de bien meilleure qualité si vous avez réfléchi les 10, 15, 20, 30 secondes que je recommande pour se dire qu'est-ce que je recherche exactement et je qualifie un tout petit peu plus la question que je vais poser. Et dans ce cas-là, le résultat, moteur de recherche, c'est une IA aussi. Hein. Je vais avoir un résultat qui est de bien meilleure qualité, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont déjà contents d'avoir un bon résultat quand ils tapent les 2-3 mots nécessaires à une requête. Et donc là, on resserre, ça y est, cette fois-ci, on traite réellement du sujet de ce webinaire, mais vous comprenez bien que pour y arriver, il fallait quand même qu'on ait ce premier panorama. Donc là, on est vraiment sur le marketing. C'est la synthèse d'une étude qui est disponible gratuitement, qui est réalisée par HubSpot. Vous connaissez certainement cet outil HubSpot. C'est un outil très populaire de CRM, d'accord, donc qui, on va dire, est un concurrent de Salesforce. Voilà, vous connaissez peut-être Salesforce. Eh bien, HubSpot, c'est un de ses concurrents. Donc, ils réalisent pas mal d'études. Ils font du content marketing, vous voyez. Donc, dans leur dernière étude, donc l'IA pour le marketing 2025, dont un commentaire a été fait sur le blog du modérateur. Donc, vous pouvez retrouver donc l'article complet sur le blog du modérateur. Et bien, voici les 5 tendances qui concernent donc nos métiers du marketing. Ce sont des cas d'usage en fait. Hein. Le premier, c'est l'automatisation des tâches marketing. Cette automatisation, elle n'est pas nouvelle. Elle existe déjà depuis une quinzaine d'années. Et en fait, l'IA dans le marketing existait déjà et n'a fait qu'accélérer et continuer à se perfectionner. Mais ce que ça change, en fait, la démocratisation de l'IA et notamment de l'IA générative depuis 2 ans, c'est qu'en fait, cette automatisation,
donc de toutes ces nombreuses tâches du marketing digital, en fait, c'est devenu le principal levier de productivité. Voilà. Et c'est en lien avec d'ailleurs la quatrième tendance, donc qui est celle sur le ROI, le retour sur investissement, et l'adoption stratégique soutenue par les dirigeants. Parce que maintenant, les entreprises, les dirigeantes, les dirigeants ont les outils, ont les moyens de savoir ce que l'utilisation de l'IA et l'intégration de l'IA leur rapporte en termes de rentabilité. C'est ça, Joachim, le paradigme. Oui, alors, c'est très intéressant. Tu parles automatisation des tâches, création de contenu accéléré, et ensuite les notions de ROI. Ce qui est important, c'est quand vous êtes confronté dans votre quotidien, vous êtes dans une direction marketing où vous avez des tâches à réaliser et on va vous dire, tiens, comment on peut les automatiser, quoi. Ça nécessite en fait de bien réfléchir, d'être capable de réfléchir. Donc, et je reviens sur la formation, si vous n'êtes pas capable d'avoir été formé au fonctionnement de ces outils, très difficile de voir comment vous allez pouvoir les automatiser. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, c'est de l'automatisation un petit peu sauvage, qui peut poser des problèmes, donc qui existait déjà depuis un certain temps, qui peut se rapprocher d'outils également de ce qu'on appelle la RPA, Robotic Process Automation, qui permet d'automatiser en fait des processus. Par exemple, c'est automatiser l'envoi de grandes campagnes d'emailing ciblées en fait sur un certain nombre de publics différents avec des contenus différents également. Donc on peut faire cette automatisation. Donc beaucoup de tâches peuvent être automatisées, mais l'automatisation en tant que telle, elle doit quand même être réfléchie. Et donc pour qu'il y ait ROI, c'est pour ça que je viens à cette notion, il faut que ça ait été quand même bien réfléchi. Et donc que les gens aient été bien formés, comprennent bien quel est leur environnement, ce qu'ils peuvent automatiser, ce qui s'automatise beaucoup moins bien. On a vu tout à l'heure des outils comme Firefly ou d'Adobe, comme Photoshop ou autre. C'est en fait quelle va être aussi la chaîne de production, puisqu'on peut maintenant automatiser avec l'API, c'est les connecteurs en fait qui permettent entre des logiciels de se parler. Et donc, si on veut automatiser certaines productions, par exemple d'images dans Firefly, il faut bien réfléchir à la manière dont ces images vont être produites, dans quel format, donc ça nécessite des projets en fait à mettre en œuvre. C'est pas juste de l'automatisation. Voilà, mais c'est pas nouveau. Mais en fait, l'IA, pardon, j'ai beaucoup utilisé ce mot accélération, accéléré, mais en fait, l'IA vient une nouvelle fois accélérer cette phase d'automatisation qui est donc liée, je vous l'ai dit, à la quatrième tendance sur le ROI et sur le fait que de plus en plus d'entreprises, en fait, ça y est, en fait, ont levé les freins autour de l'IA. Les réserves sur notamment la donnée, elles sont légitimes, elles existent encore, elles n'ont pas été levées, mais on va dire qu'il y a un volontarisme plus assumé de la part de ces entreprises d'intégrer l'IA. On en parlera un petit peu après avec Joachim, notamment sur son MBA. Alors, la deuxième tendance. Juste un point, pareil, c'est quand on dit l'IA accélère, en fait l'IA n'accélère rien. Les gens se mettent à accélérer sur le marché parce que des outils sont capables de faire du traitement de masse. Et donc, ils se disent de plus en plus, oula, mais il faut que je les utilise parce que mes concurrents vont les utiliser. Et donc, c'est une volonté, je reviens toujours à l'humain, mais c'est une volonté d'abord humaine, c'est-à-dire des gens décident pour des questions de ROI, pour des questions de stratégie d'entreprise, pour des questions de go-to-market, c'est-à-dire rapidité en fait pour être présent sur un marché, d'utiliser ces outils et de les intégrer. Et donc, mais c'est du business. C'est pour ça que là, vous voyez, on a resserré là sur le marketing. En fait, toutes ces tendances, elles ont un objectif derrière. L'objectif business, c'est celui de la rentabilité, c'est celui de l'efficacité. Oui, le test and learn, d'accord. On est encore effectivement dans cette phase d'apprentissage, mais derrière, il faut effectivement que on retrouve les leviers. Et c'est pour ça que j'aime bien cette expression du levier de productivité massive, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif derrière. La création de contenu accéléré, optimisé, je crois que c'est clair, on l'a vu tout à l'heure avec la tendance autour du texte, mais les IA génératives, ce n'est pas que du texte, ce sont des images, de la vidéo, du son, c'est de plus en plus performant. C'est même pas une question de mois, c'est une question de semaines. Si vous suivez un peu l'actualité de ces différents outils, vous voyez qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent extrêmement vite. Et l'analyse de données, l'hyper-personnalisation, ça aussi c'est très important pour le marketing. C'est-à-dire que en fait, notre cerveau n'est
à un moment, il sature de données, c'est normal, hein, je veux dire, on n'est pas capable de pouvoir ingérer plus que 10 000 données Excel. Vous savez que dans un fichier Excel, vous pouvez pas mettre plus de 10 000 lignes, c'est déjà beaucoup, hein. Mais là, en fait, l'IA vient complètement révolutionner en tout cas l'analyse de données avec des insights de plus en plus précis et en fait la capacité de pouvoir proposer quasiment, on va dire, une stratégie ou un contenu qui serait enfin personnalisé à l'individu. En fait, c'est ça l'hyper-personnalisation. C'est que chaque individu, en fait, aurait peut-être sa propre stratégie publicitaire, son propre contenu en fonction de ses usages, de ses goûts, etc., etc. Rien de nouveau sous le soleil, mais c'est quand même pour nous, en tout cas en tant que marketeur, une donnée à prendre en compte, puisque ça veut dire qu'il faudra qu'on soit en mesure de pouvoir piloter ces IA. La dernière tendance, c'est un moteur de transformation numérique. Évidemment, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire la transformation numérique? Ça veut dire qu'en fait, bon, la société, mais l'économie, les entreprises sont en train de changer, de se transformer avec l'IA en rôle de catalyseur. C'est ça, Joachim? Oui, complètement. En fait, l'IA et les IA génératives accélèrent la transformation. Il y a la transformation numérique qui existe depuis longtemps, mais en France, on est quand même assez en retard toujours, hein, même si on a accéléré. Et en fait, le simple fait d'avoir des outils qui permettent en fait d'interagir au quotidien et intégrant de l'IA, en fait, oblige les entreprises à aller un peu plus vite. Le fait que sur le marché tout le monde parle d'IA, aussi les dirigeants se posent des questions, se disent et moi, mon entreprise, comment elle s'en saisit? Comment c'est le mécanisme habituel de finalement de la transformation. Et donc, effectivement, ça accélère. On l'a vu d'ailleurs en France, quand il y a eu la période Covid, il y avait pourtant des programmes depuis des années pour que les petits commerçants, c'est-à-dire je parle pas vraiment du commerçant de quartier, mais des commerçants un petit peu plus grands, se saisissent du digital pour mettre en place des sites internet pour faire de la vente online, ce qu'ils n'ont pas fait. Pourtant, il y avait des aides associées. Oui. Et ils se sont rendus compte le jour où tout le monde s'est retrouvé enfermé que c'est quand même pas mal de faire un peu de commerce en ligne. Alors, c'est pas forcément nécessaire tout le temps, mais effectivement, quand on ne prend pas les vagues qui arrivent, et surtout celle-là de l'IA qui est assez importante, même si effectivement c'est dans le temps que ça se fait, on peut après avoir du mal à s'en saisir ou on est obligé de rattraper en tout cas le temps perdu. On va terminer avec ces études et après on va effectivement vous parler un peu plus directement et répondre à vos questions avec donc toujours l'étude HubSpot donc sur les tendances de l'IA pour les marketeurs. Alors cette infographie est issue en fait de l'étude 2023. Donc vous allez me dire ouh là ça date beaucoup. Effectivement, mais juste elle est bien faite et si on regarde en fait les principaux insights donc dans cette infographie qui résume les principaux chiffres, en fait on retrouve ce dont on vient de se parler. Donc par exemple, vous voyez l'IA générative pour le marketing de contenu, en fait à quoi ça sert? Créer du contenu, ok très bien, personnaliser ce contenu, créer des images et localiser le contenu. Vous voyez, donc on retrouve aussi notre traduction. Pour 34% des professionnels du marketing, ils utilisent l'IA pour créer des posts adaptés à chaque réseau social. Donc en fait, c'est du contenu. Là, dans le cadre des réseaux sociaux, là où effectivement vous avez peut-être une équipe social media, une équipe communication digitale qui s'occupait de traiter tous les réseaux sociaux, et il y en a quand même beaucoup, et quand on est une marque, l'objectif effectivement c'est d'être présente le plus possible sur ces réseaux pour aller chercher de nouvelles audiences, et bien en fait l'IA décuple votre possibilité à pouvoir non seulement le produire, mais aussi le décliner, le programmer, le suivre, l'analyser sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, regardez, donc c'est à droite de l'écran, 54% des professionnels du SEO utilisent l'IA. Donc le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc en fait, c'est toutes les techniques et les stratégies autour justement de la recherche. C'est ce fameux search dont je vous parlais. Eh bien, 54% de ces professionnels utilisent l'IA pour analyser le référencement, rechercher des mots-clés et rédiger des métadescriptions. Les métadescriptions, c'est sur Google les 2-3 lignes que vous avez après l'intitulé du site, ok, de votre résultat. C'est très important parce que je pense que vous le voyez vous-même quand vous utilisez Google. En fait, vous lisez le titre, effectivement, hop, et pour vérifier si le contenu correspond à ce que vous recherchez, à votre requête, eh bien, vous allez survoler les 2-3 lignes que vous allez pouvoir lire. Tout ça, effectivement, ça se maîtrise. C'est le travail des professionnels du marketing. Tous ces supports sont disponibles gratuitement
sur Internet, l'étude Ipsos, l'étude coordonnée par Joachim, donc de Talent et du pôle de Vinci, ainsi que cette étude HubSpot. Allez les consulter. Ces photographies, elles nous permettent effectivement de prendre la température de l'instant. Et cette température de l'instant, en tout cas sur l'IA, je vais vous parler du MBA MCI, elle nous a amené, avec l'équipe pédagogique, à complètement renverser la table de nos programmes. Et donc, on met l'IA partout. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi mettre l'IA partout? Au sein donc, du MBA MCI, donc, notre objectif, c'est de former des professionnels du marketing digital. Je vais dire des professionnels du marketing parce qu'en fait, aujourd'hui, à 90%, le marketing est digital. C'est un élément de langage de parler de marketing digital. Il reste bien sûr du marketing physique, un peu de marketing opérationnel. Évidemment, il n'y a pas de sujet. Mais on va dire les leviers, ils sont dans le marketing digital. Donc, c'est de former des professionnels du marketing et de la communication. Et en gros, quand vous prenez la roue du marketing digital, vous avez des leviers. Voilà, en fait, on se dit, pour faire du marketing digital, pour atteindre nos objectifs, quels sont les leviers à notre disposition? On a le SEO, on l'a vu, le référencement naturel. On a les leviers payants, la publicité digitale, au sein de laquelle on va avoir le SIA, donc c'est-à-dire que la publicité dans le search, on va avoir le display. Vous savez, donc, par exemple, si vous êtes, je sais pas, sur YouTube, vous avez des vidéos qui s'affichent avant celles de vos créateurs de contenu préférés, un petit peu comme on a à la télévision. Sur les réseaux sociaux, vous avez également des contenus sponsorisés. Sur les sites internet, vous avez des bannières, etc. Donc voilà, ça, ce sont nos leviers de la publicité digitale payante. On a les stratégies de content marketing, d'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est voilà, on va attirer à soi son audience. Tous ces leviers-là, il y en a d'autres, hein, mais je vous les résume. Ces leviers-là, donc, ils sont percutés par l'IA. Donc, quand on dit on met de l'IA partout, c'est qu'en gros, on a réfléchi avec l'équipe pédagogique dans tous ces modules, comment on injectait de l'IA et comment on amenait nos étudiants, nos apprenants à apprendre à utiliser ces outils, d'IA générative notamment, à bon escient. En fait, c'est ça, c'est qu'on crée un gigantesque bac à sable, on fait plein de tests, on se trompe beaucoup, mais surtout, on gagne, on prend de l'avance pour ensuite les appliquer dans le monde professionnel, parce que c'est ça en fait l'enjeu. L'enjeu de 2025 et des années à venir, évidemment, on ne vous met pas la pression, mais l'enjeu, c'est de réussir à faire de l'IA une alliée à titre individuel, professionnel, mais également au niveau structurel, au niveau des organisations. Et là, on arrive effectivement plus de ton côté, Joachim, avec le MBA Intelligence Artificielle et Data Innovation, où toi, si je ne me trompe pas, en fait, tu formes des consultants, des conseillers, des intégrateurs d'IA au sein de structures d'organisation de toutes les tailles, de la start-up au grand groupe. Et pas que, c'est-à-dire que nous, effectivement, on a fait le MCI, donc les gens vont avoir fait le MCI, et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans dans leur métier, donc vont avoir déjà intégré le numérique, le digital, l'intelligence artificielle, un certain nombre d'outils, et vont se dire, maintenant, dans le cadre de mon métier, je vais avoir besoin de me projeter plus loin, c'est-à-dire d'être capable d'avoir une vision stratégique par rapport à l'intelligence artificielle. Je dois avoir des projets de plus grande ampleur, donc je vais être dans des grandes entreprises, je vais être dans des ETI, et je vais en fait effectivement devenir chef de projet en intelligence artificielle. Mais ça va bien au-delà, parce que là, je parle marketing, communication, parce que c'est le format, mais en réalité, dans le MBA, c'est une petite partie, en fait, de nos apprenants, puisque nos apprenants vont être directeurs industriels, vont être directeurs de l'innovation. Donc, on est sur de l'exécutif MBA, donc des profils exécutifs, et donc qui vont avoir en fait une carrière à mettre en place en se projetant vers l'avenir et être capable de dire ok, maintenant on va rentrer un petit peu pas dans le capot technique parce qu'on va pas très loin dans la technique, mais quand même d'être capable de comprendre comment ont été construites les IA génératives, comment ont été construites, comment fonctionnent, comment vont se déployer sur le marché des outils comme vous avez peut-être tous ou toutes entendu parler des DeepSeek, des nouvelles IA génératives, notamment chinoises. Vous avez peut-être lu aujourd'hui qu'ils vont avoir quelques problèmes puisque il y a une étude scientifique qui est sortie indiquant que il y avait a priori
lors de la connexion, un lien direct avec un opérateur chinois lié à l'armée chinoise, donc, ce qui n'est pas une surprise, hein, puisqu'on s'en doutait. Oui, c'est ce que je vais te dire. C'est pas une surprise. Voilà, mais donc il y a des préventions. Il faut comprendre ce que ça signifie quand on est dans une grande entreprise. Il faut tester de toute façon ces IA parce que il faut voir ce qui se passe sur le marché. Il faut être capable de décrypter. Et nous, on va mettre beaucoup l'accent sur le décryptage. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 1,5 million d'articles qui sont sortis sur l'intelligence artificielle. Donc, à la limite, en fonction de ce qu'on lit, on peut dire tout et n'importe quoi. Et donc, il faut être capable de comprendre ce qu'il y a derrière, à la fois de décrypter. D'être enjoué sur waouh, c'est super, il y a cette fonction qui sort, il y a les fonctions visuelles de reconnaissance faites par OpenAI, c'est extraordinaire. C'est du jamais vu en termes de reconnaissance, en termes d'analyse. Bon, mais une fois qu'on a dit c'est extraordinaire, il faut être capable de comprendre ce que c'est exactement, ce que ça fait, et de revenir sur Terre et de se dire, OK, mais pour quel usage? Est-ce que réellement les gens vont l'utiliser? Est-ce que ça va être juste un usage de waouh, c'est super, et puis 10 jours après, plus personne ne l'utilise? Donc en gros, c'est comment on se projette en fait sur de la réalité du ROI dans les entreprises. Alors, vous comprenez bien qu'effectivement, dans ce webinaire, hein, notre rôle, Joachim et moi, en tant que directeur pédagogique, c'est de vous encourager à nous rejoindre au sein de nos formations. Mais on va arrêter là le prosélytisme, parce que si vous souhaitez en savoir plus sur nos MBA, en fait, c'est très simple. Vous allez donc sur le site de Vinci Executive Education. On a fait l'effort, Joachim et moi, avec les équipes de l'école, d'essayer d'être les plus clairs, les plus transparents possibles sur ce qu'on fait, avec qui on fait, comment on le fait. Allez voir également sur les réseaux sociaux, on partage beaucoup. Voilà, parce que on tient en tout cas à ce que Internet reste l'économie du partage. Voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. On verra les évolutions. Donc, voilà, on pourrait répondre effectivement à toutes vos questions. Alors pour l'instant, il y en a pas sur les formations en tant que telles. On a plutôt des questions effectivement sur l'IA. Et vous avez compris que c'est un sujet qui nous touche de près, Joachim et moi, parce que en fait, à titre professionnel, en fait, c'est déjà une réalité pour nous. Moi, je vais témoigner. Hein, voilà, on est un peu les utilisateurs de l'IA anonyme. Tu sais, c'est le cercle des utilisateurs de l'IA anonyme. Moi, je suis complètement perfusé à ChatGPT en version payante que j'utilise vraiment en mode conversation. Moi, il vient stimuler ma créativité, mes idées. Enfin, c'est plus qu'un super stagiaire. Avec tout le respect que j'ai pour les stagiaires, je l'ai été moi-même. Parce que c'est un ping-pong constant, que ce soit pour écrire des petits textes, une formulation, que ce soit pour aller me chercher des informations que j'ai pas le temps d'aller chercher objectivement parce que je suis dans mes pensées, je suis en train de faire quelque chose et il le fait admirablement bien. Donc ChatGPT aujourd'hui en tout cas il est assez irremplaçable. J'aime beaucoup Claude également, je vous l'ai cité tout à l'heure, parce que Claude est particulièrement bon en français. Voilà, donc parfois les tournures de phrases de ChatGPT sont un peu alambiquées, sont un peu lourdes, un petit peu, hein, et nécessitent un peu plus templété, c'est-à-dire reviennent tout le temps de la même manière, alors que Claude effectivement a une écriture qui est beaucoup plus liée à la manière dont l'être humain fonctionne. C'est pour ça aussi que dans les détecteurs d'intelligence artificielle, quand vous utilisez Claude, il y a moins de reconnaissance. Alors, on a une question, ça y est, de Mégane dans le chat. Donc, Mégane, déjà, nous remercie pour le webinaire. Donc, merci Joachim. Elle nous dit quels sont les débouchés concrets après donc le MBA MCI. Eh bien, je vais vous dire. Elle me dit, auriez-vous des exemples de postes occupés par d'anciens diplômés? Oui. Et d'ailleurs, je vous ai dit, on est très transparent. Vous allez donc sur la chaîne YouTube de De Vinci Executive Education et vous avez une playlist qui s'appelle Alumni MBA MCI. Vous allez retrouver dans cette playlist, je pense à date, une vingtaine d'interviews d'alumni. J'en réalise à peu près une fois par mois. Donc, c'est des vrais gens que vous pouvez retrouver sur LinkedIn. D'ailleurs, je mets dans la description de la vidéo à chaque fois le profil LinkedIn en question. Et donc, je vais vous donner quelques exemples de postes occupés par ces alumni. Donc, vous pouvez retrouver donc en allant regarder leur webinaire. Alors, d'ailleurs, lundi, Elodie Sgro, elle est consultante Sales Operation and Marketing. En fait, elle avait d'abord un profil commercial. Elle est venue faire le MBA MCI pour se digitaliser. Et aujourd'hui, donc, elle s'est spécialisée sur le CRM et elle maîtrise notamment, je vous ai dit tout à l'heure, que HubSpot était concurrent de Salesforce. Donc, elle, en fait,
elle s'est formée à Salesforce et donc elle est sollicitée par des entreprises pour venir faire de l'accompagnement et de l'implémentation de Salesforce au sein de ses clients. Marie Van Eck, elle est product slasheuse. Alors en fait, elle est product owner, PO, qui est un des postes au sein de l'agilité et de la méthode Scrum. Et donc, dans une équipe marketing, en fait, à quoi sert le product owner? Et ben, en fait, c'est le spécialiste du produit, que ce soit un produit physique ou un produit digital. Voilà, c'est celui ou celle qui va connaître absolument toute la durée de vie, le cycle, les spécificités et les stratégies marketing autour de son produit. Product owner. Christina Weiss, elle est Head of Marketplace et e-commerce au sein d'un acteur industriel. Voilà, donc acteur industriel qui s'est digitalisé, qui est venu, qui s'est lancé donc sur des marketplaces et donc qui est venu recruter Christina après son MBA pour prendre en charge toute cette partie donc digitale. Driss, également de la promotion 2014, ben lui il est data stratégiste, donc à partir de ce qu'il a appris au MBA, ben, c'est spécialisé dans la data analyse et donc fort d'avoir son hémisphère d'un côté marketing et de l'autre côté data, ben, ce qui fait qu'il est data stratégiste et il fait notamment de la data visualisation et donc il est au sein donc des entreprises dans lesquelles il a travaillé, hop, il va chercher toute la data utile. Donc, il fait un exercice de filtre, de tri, parce que vous imaginez bien que tout n'est pas bon forcément dans la data. Et ensuite, derrière, il en fait des leviers de décision pour donc la gouvernance de l'entreprise, pour ceux qui sont amenés à devoir dire, bah, tiens, quel est le cap que l'on va prendre, sur quel produit il faut qu'on se place, sur quel marché il faut qu'on aille, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Bah, tout ça, c'est de la data et ça nécessite effectivement des stratégistes. Voilà quelques exemples que je peux vous donner dans les webinaires récents que j'ai faits. Et d'une façon générale, Mégane, vous tapez le hashtag MBA MCI sur les réseaux sociaux, vous retrouverez les étudiants actuels, les anciens étudiants, que vous pouvez contacter également librement sur LinkedIn. S'il y a un poste, une entreprise qui vous intéresse particulièrement, allez-y, dites que vous êtes potentiellement intéressé à rejoindre le MCI, que vous aimeriez échanger avec eux sur leurs projets professionnels. Vraiment, enfin, on est transparent, on a 1200 alumni puisqu'on existe depuis 1999. Voilà, c'est quand même pas mal. Toi, Joachim, je crois que c'est 2019, si je me trompe pas. Exactement. Voilà. Donc, ce qui est déjà très, très bien. Puisque ton MBA 2018, a rapport Villani sur la stratégie de la France en intelligence artificielle. Et donc, 1 an pour mettre en place le MBA. Et je termine de vous répondre, Mégane, puisque vous demandez si le réseau des alumni est actif. Eh bien oui, il est actif. Là aussi, allez voir MBMC Alumni. Donc il y a une association des alumni qui organise régulièrement des after-work, des soirées. La dernière a eu lieu d'ailleurs jeudi dernier. Joachim était présent d'ailleurs. Donc c'est aussi comme ça qu'on fait du réseau, dans la convivialité, dans le partage d'expériences. En tout cas, c'est notre philosophie au sein de Vinci Executive Education et notamment au sein du MCI. Donc Mégane, je vous invite à vous informer auprès de nos alumni et puis peut-être que j'aurai le plaisir de vous retrouver, de retrouver votre candidature au MCI. Je vois que on avait posé une question avec Joachim, on avait demandé, et vous, quelle est votre utilisation de l'IA générative à titre professionnel? Et donc, on a quelques réponses dans le chat que je vais vous partager. On a Pamela qui nous dit « Moi, j'utilise les IA génératives pour la génération de texte, des mails ou des processus, avec aussi ces prises de notes. D'ailleurs, ça me fait penser à une IA fantastique. J'ai oublié parce qu'en fait, j'ai ChatGPT, mais j'ai aussi Notebook LM. Notebook LM, vraiment allez voir. C'est incroyable, justement, dans la prise de notes, dans la synthétisation d'informations. Vous naviguez, vous avez plein de trucs qui vous intéressent, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, hop, vous les envoyez à Notebook LM, il vous fait un super travail de vulgarisation, de synthétisation. Et d'ailleurs, Pamela nous dit qu'elle s'en sert aussi pour la synthèse de documents. Et ensuite, on a Paola qui nous dit conseil en stratégie et mise en place de celle-ci dans les différents leviers. Donc, je crois que Paola, elle a déjà bien intégré les IA génératives dans ses quotidiens professionnels. C'est une excellente chose. Nous, en tout cas, je vous l'ai dit au sein du MCI, ça y est, donc chaque année, en fait, on change les programmes. L'an dernier, on avait déjà fait un gros virage vers l'IA. Là, 2025, le virage, il est total parce que c'est pas notre formation qui fait le virage, c'est notre secteur. Oui. C'est la communication et le marketing qui fait ce virage, Joachim. Ah oui, complètement, oui. Aujourd'hui, en tout cas, dans les 2-3 ans qui viennent, hein, si vous voulez briguer des postes, ou si vous voulez
rester en poste aussi, hein, parce que quand on doit installer un outil qui intègre l'intelligence artificielle, alors plus ou moins complexe, hein, on va en général faire appel à la personne qui est en poste. On n'a pas de raison en fait de faire appel à une autre personne. Si vous n'avez pas cette compétence, cette connaissance, ça va être beaucoup plus difficile. Donc effectivement, il faut se former assez vite et faire en sorte que vous puissiez capitaliser en tout cas sur ces technologies et être les plus employables possibles. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur le MBMCI. Encore une fois, vraiment allez voir toutes les informations sur notre site, sur les réseaux sociaux. Peut-être pour conclure, puisque Joachim a gentiment accepté d'être notre invité, d'être mon invité pour ce webinaire. Quelques mots sur le MBA que tu diriges, qui est un peu donc le cousin du MCI, je le redis, il s'appelle le MBA Intelligence Artificielle et Data Innovation. Peut-être nous dire quels sont les candidats, quels sont les profils que tu recherches et les débouchés. Alors déjà, en général, je donne moyenne d'âge 40 ans. Donc déjà, on voit, hein, c'est des types de profils. Alors bien sûr, on va avoir des personnes qui sortent d'études d'ingénieurs, par exemple, en informatique, mais c'est 1, 2, 3 profils maximum parce que ça capitalise bien en fait avec les autres types de profils. Mais donc on a plus des profils qui sont déjà exécutifs, des personnes qui veulent faire une transition par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Alors tu le dis parce que je fais l'effet miroir, Joachim. Donc effectivement, toi c'est plutôt effectivement 40 ans. Moi au sein du MCI c'est plutôt 30-35 ans. Voilà. Voilà, donc et on va avoir des profils extrêmement différents en fait dans plein de domaines d'activité du marché, que ce soit dans le retail, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans des profils financiers, de la banque. On peut avoir, là on a eu dernièrement directeur, un responsable en fait du juridique d'un grand groupe, Veolia. On a eu une directrice de l'innovation également de la Banque Postale. Voilà, c'est ces profils-là, avec des profils qui sont un peu moins capés aussi et qu'on veut amener justement à ces types de postes. Et donc, on va avoir maintenant une particularité à partir de cette année, puisqu'on a 2 sessions par an. Face à la très forte demande, on a ouvert une session en avril, et puis on va avoir une session qui est la session habituelle en novembre. Et au niveau des débouchés, je vais aller dans le sens de Louis. Avec moi, effectivement, comme lui, on vend pas du rêve, hein, c'est-à-dire que ça va dépendre aussi, alors moi beaucoup plus, hein, mais du parcours que vous avez eu avant. Quel type de métier vous pouvez faire derrière. Il y en a vraiment énormément. Vous trouverez ça directement dans notre plaquette. Mais ça dépend aussi de ce que vous avez fait avant. Hein, parce que je vais pas vous vendre du rêve en disant vous allez être directeur de l'innovation ou directrice de l'innovation si vous arrivez dans le MBA que vous n'avez pas de connaissances sur le numérique suffisante ou par rapport à des demandes du marché. Hein, donc, sachant, Joachim, aussi que tu organises toi aussi des webinaires pour présenter ton MBA. Je reviens juste sur la moyenne d'âge parce que ça m'a été demandé sur le chat. Donc, je dis effectivement, la moyenne d'âge au sein du MCI, elle est 30-35 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des profils plus jeunes. Donc, en général, les profils plus jeunes, c'est plutôt des profils formation initiale qui ont déjà fait en fait un premier parcours et qui viennent ensuite faire le MBA comme une spécialisation, comme un master spécialisation. Donc, j'ai à peu près, on va dire, je sais pas, je dirais 20% à peu près de ces profils-là, des gens qui ont peut-être fait des études, soit en communication, soit en marketing, soit dans les sciences humaines, voilà, et qui viennent se digitaliser, se IAiser au sein du MCI. Et puis aussi des profils un peu plus âgés, Quadra, Quinca, qui soit viennent se reconvertir. Voilà, je disais tout à l'heure l'exemple d'Elodie qui venait plutôt d'un domaine purement commercial et qui est venu faire le MCI pour rajouter le digital à son profil. En fait, ce qui compte, c'est votre projet professionnel. Et je pense que Joachim sera d'accord. Le projet professionnel, c'est pourquoi en 2 mots vous souhaitez faire le MBA, qu'est-ce qu'on peut vous apporter, comment on peut vous accompagner, parce que finalement nos MBA c'est effectivement une offre, on va dire on va créer quelque chose, mais on essaie de faire du sur-mesure aussi, on essaie de faire en sorte que la formation en fait elle corresponde à vos projets et ce que vous voulez en faire. C'est vous l'outil quelque part, Joachim. Ouais, et puis moi je suis entrepreneur par ailleurs depuis plus de 20 ans maintenant, et ce qui m'intéresse, alors il y a un cadre, hein, vous devez quand même avoir bac+4,
4, il y a tout un cadre autour, ce qui est normal par rapport à ce type de formation. Mais par contre, les profils peuvent être extrêmement différents. C'est ce qui fait la richesse. Alors moi, évidemment, je suis vraiment ciblé uniquement IA, donc le programme est uniquement sur l'IA, mais l'IA, quand vous l'entraînez, s'il n'y a pas de diversité, par exemple, les résultats sont faux. C'est tout bête, mais c'est faux. D'accord? Donc, statistiquement, les résultats sont faux. Donc, il faut aussi que le public soit divers, que ce soit vraiment ouvert à un maximum de personnes, d'expériences différentes dans des domaines complètement différents. Et à partir de là, en fait, c'est un projet sur lequel on va réfléchir, que vous menez, en fait, pour être capable, en très peu de temps, d'en monter de niveau de manière spectaculaire. Merci encore Joachim d'avoir animé ce webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure. Et on vous dit à bientôt sur les réseaux sociaux de Vinci Executive Education. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous.